Bonjour Anita, bonjour Christa, bienvenue à toutes les deux sur ce podcast qui s'intéresse de près, enfin pour toute personne pardon, qui s'intéresse de près ou de loin à la démarche portfolio, l'approche par compétences et l'engagement des étudiants dans cette grande réforme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, la première question que je vais vous poser à toutes les deux, ce serait de vous présenter qui est Christa, qui est Anita. Bonjour Dylan, mais tout d'abord, merci de nous avoir invités dans ton podcast pour présenter notre ouvrage qui s'intitule Vers l'approche par compétences, théorie et pratique pour l'enseignement supérieur, que j'ai donc co-rédigé avec Christa et qui a été publié aux Presses des Mines en 2024, donc il y a presque un an. Et donc, qui je suis, quel est mon parcours? Eh bien, comme beaucoup d'enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation, moi, j'ai commencé ma carrière dans le secondaire, dans l'enseignement, en tant que professeur documentaliste. Je suis restée en collège à peu près une dizaine d'années. Et puis ensuite, j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer dans mon CDI et j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai refait un master, puis ensuite j'ai fait une thèse de doctorat à l'ENS de Lyon sur la question des compétences informationnelles des enseignants et essayer de voir comment ces compétences informationnelles pouvaient leur permettre de se développer professionnellement. Donc ça, c'était l'objet de ma thèse que j'ai soutenue en 2019. Et puis depuis, je continue à m'intéresser aux questions de développement professionnel des enseignants, mais plutôt dans l'enseignement supérieur. Parce qu'en parallèle de mon doctorat, j'ai été recrutée à l'UT de Montpellier 7 au département informatique. Et donc, et ensuite comme maîtresse de conférence toujours à Montpellier. Et donc, les enseignements dont je m'occupe, ce sont des enseignements qui sont liés à la communication, donc communication écrite, communication orale et tout ce qui est lié aux relations interpersonnelles, travail en équipe, etc. Mais aussi pour les cours de PPP. Donc, PPP, c'est l'acronyme qui veut dire projet personnel et professionnel. Et dans ces cours, justement, on travaille avec l'étudiant sur son projet. Et donc, cette démarche réflexive, en fait, ça fait longtemps que je la mets en place avec mes étudiants. Évidemment, quand la réforme du BUT est arrivée en 2021 et qu'on a mis en place le portfolio, c'est tout naturellement que j'ai décidé de m'en occuper au niveau de l'IUT et également, au niveau du département et au niveau de l'IUT aussi, pour essayer un petit peu de coordonner les actions des différents départements sur la mise en place de ce portfolio. Oui, donc tu étais un peu une templière convaincue déjà du bien fondé de toute cette démarche et tu avais envie de te lancer dedans. Tout à fait, je suis une pionnière. Super. Eh bien, moi, donc, je me joins à Anita tout d'abord pour te remercier de nous avoir invités à participer à ce podcast. L'idée de parler de notre ouvrage au-delà de l'aspect publication, c'est aussi de diffuser des idées et de permettre à chacun de s'approprier cette approche par compétence et bien sûr de se construire un univers à la fois de vocabulaire, mais aussi de pratiques qui lui permettent d'avancer. Personnellement, j'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignant-chercheur il y a plus de 20 ans, après une thèse en sciences du langage soutenue plus particulièrement à l'université de Clermont-Ferrand 2, et après avoir assuré des postes d'ATER et de post-doctorat au niveau du CNRS à Nancy, j'ai intégré l'IUT de Béziers, composante de l'Université de Montpellier. Et dans ce cadre-là, plus particulièrement au sein du département MMI, métier du multimédia et de l'Internet, j'assure des cours liés à l'écriture, mais aussi la conception de médias, de postes dédiés au numérique et des cours d'ergonomie et d'accessibilité en lien avec la conception et le développement de sites web qui constituent plus particulièrement les métiers cœurs de l'approche dédiée au MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Donc, j'ai été comme Anita, on va dire, jetée dans la cage au lion en 2021 de la demande ministérielle de mettre en place l'APC et le BUT, le bachelor universitaire de technologie. Et dans le cadre qui s'imposait à nous, j'ai pris en charge les cours de PPP, donc projet personnel professionnel. Donc je rappelle que ces projets-là sont dédiés au BUT, quelle que soit la discipline. Donc c'est pour ça qu'Anita vous a parlé d'aspects plutôt informatiques. Personnellement, en MMI, j'accompagne les étudiants dans une démarche réflexive de développement de leurs compétences à la fois artistiques et techniques en lien avec leur projet professionnel qui peut prendre plusieurs, on va dire, parcours. Ça, c'est pour le programme national, mais on va dire plutôt d'insertion professionnelle avec des aspects soit plutôt artistiques,
avec la création numérique, la création artistique est dédiée au développement d'affiches, de flyers, mais aussi dédiée aux conceptions techniques avec l'intégration, mais aussi le développement de sites web qui permettent la diffusion des savoirs à la fois institutionnels, mais aussi propres à une entreprise particulière. Donc finalement, toutes deux, voilà, tu partages cette sensibilité, cette affinité, alors que tu l'as toi-même dit, bah, septembre 2021, cette demande ministérielle est tombée, il fallait l'appliquer, mais on était un peu dans une période assez étrange. Il y avait cette période du Covid, de l'enseignement à distance, des confinements. Et est-ce que finalement, cet ouvrage que vous venez de présenter, quel est son contexte? Qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui vous a, à un moment donné, dans votre esprit, vous a dit, il faut qu'on rédige quelque chose là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le contexte particulier qu'il y avait en 2021 l'a justifié ou est-ce qu'il y a eu d'autres considérations? Quelle est cette genèse? Alors, c'est difficile de répondre à cette question sans prendre en compte le contexte parce que, enfin voilà, la réforme des IUT était déjà en attente depuis longtemps. Ça fait plusieurs années qu'il y avait une volonté au niveau des directeurs d'IUT de passer la formation en 3 années pour aller sur une licence technologique. Et ça, c'était un projet qui avait presque déjà une dizaine d'années qui revenait comme un serpent de mer. Et puis à la suite de la réforme du baccalauréat qui a été complètement modifiée aussi, les premiers bacheliers sortaient en juin 2021 avec leur nouveau bac et le ministère de l'Enseignement supérieur, en coordination avec le ministère de l'Éducation nationale, a décidé de continuer en fait cette dynamique de réforme par les IUT en accédant à cette demande des directeurs de passer la formation en 3 ans. Et comme tu l'as dit, ça s'est fait dans un contexte extrêmement difficile, puisqu'en fait, on était encore en période de pandémie et d'enseignement hybride quand on a fait les réunions pour créer les référentiels de compétences et le nouveau programme national. Donc ça a été extrêmement compliqué. Peu de personnes des UT, des enseignants se sont investis comparé aux autres réformes, parce que tous les 5 ans, le programme national est révisé. Il faut savoir que dans les IUT, il y a une dynamique particulière puisqu'on a un programme qui est commun pour tous les IUT de France, pour tous les départements. C'est-à-dire que moi, je suis en département informatique à Montpellier, mais s'il y a quelqu'un qui est en département informatique à Belfort-Montbéliard, par exemple, eh ben, il a le même programme que mes étudiants. Voilà, c'est vraiment programme national. Ça, c'est une caractéristique très spécifique des IUT par rapport aux autres formations universitaires, aux licences générales. Et donc, forcément, comme on était déjà dans un contexte extrêmement difficile, les gens ne sont pas autant investis que ce qu'ils auraient pu. Et en plus, il y a eu, au-delà du changement des contenus, c'était pas juste une mise à jour des contenus, il y a vraiment eu cette volonté d'introduire l'approche par compétences et de révolutionner complètement l'organisation pédagogique du diplôme. Et ça a été extrêmement, en fait, compliqué pour beaucoup de personnes. Voilà, c'est aussi de là qu'est née cette envie de faire cet ouvrage-là, c'était de témoigner de ceux qui avaient réussi à s'emparer de la démarche et de communiquer ça au plus grand nombre. Voilà. Encore une fois, moi, en ce qui me concerne, j'ai tout de suite vu que l'approche par compétences, qui est en fait un dérivé de l'approche programme, pouvait permettre de renouveler les pratiques pédagogiques des enseignants en IUT et puis renouveler les dynamiques collectives. Donc ça, c'était vraiment pour moi des points forts qui ont fait que je me suis investie dans cette démarche. Et on avait envie avec Christa de rendre compte, puisqu'on était toutes les deux en IUT, qu'on se connaissait par ailleurs. Et c'est Christa qui m'a proposé, en fait, qui a fait cette proposition d'ouvrage, qui a l'initiative. Et donc, on a décidé de se lancer dans cet ouvrage. D'abord autour des IUT pour vraiment rendre compte de ce qui se faisait. Mais après, progressivement, l'ouvrage il s'est construit aussi dans le temps. On s'est dit que c'est aussi important d'amener un petit peu des fondamentaux théoriques. Donc, on a fait une première partie de l'ouvrage qui est consacrée aux différentes cas théoriques autour de l'approche par compétences, avec des auteurs qui sont assez renommés dans ce domaine-là. On a aussi un peu une approche philosophique. On a une approche qui est aussi liée, un chapitre qui est plutôt lié aux questions d'évaluation. Donc voilà, on a, je crois, 4 ou 5 chapitres différents dans cette partie qui posent un petit peu des repères théoriques sur ce que c'est que l'approche par compétences. On a une deuxième partie qui est plus liée aux questions de gouvernance, comment on fait pour accompagner les équipes pour déployer l'approche par compétences.
et une troisième partie qui est plus liée à des retours d'expérience. Et au fil du temps, au fil de nos contacts aussi, on a élargi pour pas que ce soit que les IUT, mais vraiment un ensemble de l'enseignement supérieur. Et on a du coup des contributions aussi d'écoles d'ingénieurs, aussi des contributions de chercheurs qui ont fait une enquête sur l'ensemble des universités françaises pour voir comment se préparer à la mise en œuvre de l'approche par compétences, puisqu'il y avait cette obligation en 2026 de déployer l'APC dans toutes les licences universitaires et dans tous les masters. Donc ça prend un peu de retard, mais voilà, il y a quand même toujours cette injonction institutionnelle très forte de déploiement de l'APC. Et c'est en ça, je pense que notre ouvrage, il peut être utile vraiment à tout le monde. Il tombe à pic même. Voilà, avec ces trois parties, les ancrages théoriques, les différentes gouvernances possibles et les retours de terrain. Oui, si je peux me permettre de compléter, Anita, on va dire que tu es un peu moins ancienne dans les IUT que moi. Je peux parler, il y a plus de 20 ans, de l'ambition de nos universités de créer le ou la LUT, la licence universitaire technologique, qui remonte bien avant le BUT, le bachelor universitaire technologique. Et cette ambition a été de permettre à nos étudiants d'intégrer des masters. Ça, c'était une première ambition. La deuxième, c'était de permettre une insertion professionnelle, même si elle était bien présente, de favoriser le développement de territoires locaux. Et ça, c'était aussi une des ambitions importantes. Permettre à chacun de nos étudiants soit de choisir une poursuite d'études, soit une insertion, qu'elle soit régionale, qu'elle soit nationale, voire internationale. Et dans ce cadre-là, le BUT arrivait à point nommé, on va dire, même après plusieurs on va dire, tentatives, et si ça a été un peu en accéléré sur les derniers mois. L'idée, c'était de permettre à chacun de trouver sa voie et de permettre une construction individuelle d'un parcours à la fois universitaire, mais aussi d'insertion professionnelle. Donc, dans cette perspective-là, tout à fait, le projet du livre rentre dans une dynamique, on va dire, collective, hein, qui part des acteurs qui sont les enseignants, mais aussi les ingénieurs pédagogiques en appui à l'université et à ses transformations pédagogiques, et aussi aux acteurs qui mobilisent ces équipes. Et dans ce cadre-là, l'ouvrage me semble tout à fait complémentaire à travers les trois parties que tu viens de présenter, hein. Elles permettent aux lecteurs de s'emparer de cadres théoriques, d'envisager la mise en œuvre telle que ça a été proposé ou déjà mis en place dans certaines universités ou par certains acteurs, et de mobiliser les injonctions ministérielles dans une perspective, on va dire, à moyen, voire long terme. Parce que l'idée de l'APC, c'est une des caractéristiques, elle ne s'effectue pas dans un cadre plus ou moins fermé, on va dire à 6 mois ou un an, mais il faut le voir dans une perspective moyen, voire long terme, plusieurs années, où il y a une mobilisation des acteurs du professionnel, mais aussi les acteurs enseignants et nos injonctions, c'est-à-dire nos décisions politiques et institutionnelles. Donc l'idée à travers tout ça doit se faire, bien sûr, en incluant le numérique, mais aussi le partage de pratiques disciplinaires. On a 24 spécialités de but, mais ces 24 spécialités ne prennent pas forme au niveau de nos IUT de manière identique. Les IUT sont répartis sur un territoire avec des ambitions économiques, écologiques et environnementales qui sont propres à chacun d'entre eux, avec des spécialités, hein, des spécificités à la fois des buts, mais aussi des territoires. Donc, il faut que chacun trouve sa place et permette à chaque étudiant cette fois-ci de trouver sa place, non pas dans un avenir proche, même si c'est notre intention, mais on va dire à moyen terme, tel qu'une carrière ou tout simplement un parcours professionnel dans lequel il serait bien et lui permettre d'évoluer sainement et positivement au sein d'un territoire qui est soit régional, soit national, voire international. Oui, donc là, quelque part, tu décris, on va dire, une approche presque holistique de l'apprentissage et voir l'apprentissage comme un moyen qui vient contribuer au développement de l'individu, au développement de l'étudiant en tant qu'individu. Et ça déjà, concevoir l'enseignement, la formation comme un moyen de développement de l'individu, eh ben, c'est un parti pris qui n'est peut-être pas forcément partagé par tout le monde. Je renvoie au fameux débat du finalement, on est là pour l'université est là pour donner des connaissances, mais elle n'est pas là pour former à des métiers. Et finalement,
partir dans l'APC, construire, repenser la posture de l'enseignant, penser ou la repenser, eh bien, c'est peut-être aller à contre-courant d'une certaine philosophie plus traditionnelle ou traditionnaliste. Ce qui m'amène en fait à cette question. Vous avez sûrement dû rencontrer des difficultés lorsque vous avez rédigé cet ouvrage, des difficultés j'allais dire peut-être humaines, mais je pense qu'il y a plusieurs types de difficultés et j'aimerais savoir quel, quel gros challenge, quelles difficultés avez-vous rencontré suite dans l'élaboration de cet ouvrage? Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans la production de cet ouvrage? Oui, il est clair que des difficultés, nous en avons rencontrées, hein. Au début, on était parti sur des grands principes, des organisations, des contenus d'ouvrages qui, au fur et à mesure, se sont étiolés dans le sens où la disponibilité des acteurs n'étant pas possible sur la temporalité d'un éditeur, mais aussi le fait que les acteurs n'étaient pas forcément tous mobilisés autour de l'écriture. L'enjeu était de permettre à tout le monde de lire, de relire des spécificités propres à des organisations, mais aussi des disciplines, mais aussi des contextes qui sont, par exemple, on parle des IUT, mais on ne parle pas forcément celui des universités, et pourtant Dieu sait si elles sont mobilisées autour de cet APC. Donc, toute la difficulté était de maintenir tous ces aspects-là en même temps sur une durée limitée parce que l'objet était quand même la publication de l'ouvrage. Cependant, ce fut un large plaisir de travailler avec quelqu'un comme Anita qui a permis à la fois d'avoir une autre approche individuelle, hein. Encore une fois, à plusieurs, on va plus loin, d'où notre présentation ici dans le cadre de ce podcast. Mais ce podcast, on le souhaite aussi ouvert vers d'autres actions, c'est-à-dire que nous sommes enseignants-chercheurs, mais il y a des professionnels qui ont participé à l'écriture des référentiels de compétences, qui participent à l'écriture de ces référentiels de formation et qui participent aussi à la mise en place pratico-pratique au sein de nos IUT sur l'APC. Je parle de l'évaluation des stages, mais aussi des portfolios et des ressources qui composent cet APC. Donc, ce fut un plaisir largement positif de partager toute cette expérience qui a duré à peu près 1 an avec Anita pour relire les chapitres, mais surtout avoir une vision d'ensemble de l'ouvrage. Nous ne voulions pas forcément un ouvrage dédié à un public particulier, mais permettre à une diversité de publics de trouver son bonheur de manière à ce qu'il s'approprie un savoir ou celui que lui souhaite pour lui permettre de mettre en place, soit lui individuellement, soit collectivement au sein de ses équipes, une démarche de l'APC partagée, mais aussi pouvant être discutée avec d'autres acteurs. Oui, et dans la continuité de ce que vient de dire Christa, c'est vrai que c'est toujours un petit peu périlleux comme entreprise de coordonner un ouvrage. Il y a des contraintes de l'éditeur, il y a des contraintes d'auteur. Certains disent oui, je vais écrire quelque chose, finalement le font pas, ou on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à écrire. Il faut faire un gros travail d'accompagnement de relecture, ce qui pour moi était probablement une des choses les plus difficiles, parce qu'on avait vraiment cet objectif de s'adresser à un public large et pas à des chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation, mais vraiment s'adresser à tout le monde. Donc on a aussi du coup on a sollicité des personnes qui ne sont pas familières de l'écriture scientifique. On a eu plusieurs ingénieurs pédagogiques, on a des professionnels, des praticiens de terrain, des enseignants. Donc on a eu toute une diversité de personnes qu'il a fallu accompagner et tenir les délais. Et puis parfois, parce qu'on s'est engagé sur un certain nombre de chapitres, des personnes se sont désistées. On en a d'autres qui étaient d'accord, mais avec des délais extrêmement courts, extrêmement serrés. Donc c'est vrai que ça a été un challenge. Pour moi, c'était la première coordination d'ouvrage. Et c'est vrai que ce travail a été grandement facilité par l'accompagnement de Christa, qui a bien calé tous les objectifs, et puis ce regard complémentaire également qu'on avait, puisqu'on a quand même des parcours qui sont assez différents. Donc ça permet aussi de s'assurer que tout ce qui est écrit est vraiment compréhensible par tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une belle expérience en tous les cas de travail collaboratif avec Christa sur cette production d'ouvrage. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à souligner.
dans la mesure où, ben, vous l'avez dit toutes les deux, l'approche par compétences, ce n'est pas qu'un objet de recherche scientifique, ce n'est pas qu'un concept qui va concerner les chercheurs en sciences d'éducation, mais c'est une réalité quotidienne que l'on va expérimenter, que l'on expérimente dans les IUT depuis septembre 2021. Donc, il faut que ça soit accessible au plus de monde possible, accessible, idéalement intéressant, et vraiment le comble du comble, ce serait engageant. Et là je vais faire un focal sur un élément en particulier pour illustrer mon propos, qui est la démarche portfolio. Je pense que on s'intéresse tous les trois à cette question de la démarche réflexive, la démarche portfolio, mais on a pu remarquer que son développement, son insertion dans les cursus, dans les buts, c'était pas évident. Moi, de mon côté, pour avoir fréquenté principalement 2 IUT, j'ai observé un désintérêt et un désengagement, tant des équipes pédagogiques que des étudiants. J'ai envie de croire que les deux sont liés. Si l'un n'est pas convaincu, ça va être difficile de le vendre à l'autre. Et donc finalement, quand j'y ai réfléchi, eh ben, en creusant la question, en allant voir des chercheurs dans le domaine de la réflexivité, en faisant des expériences, moi-même en enseignant, je m'aperçois la réflexivité, le développement du portfolio tel que je l'imagine philosophiquement, c'est très intéressant, mais ça demande du temps. Et si je prends une réalité très concrète, obtenir des heures pour le dédier à l'enseignement de la démarche portfolio, c'est pas toujours évident. J'ai eu de la chance à La Rochelle d'avoir une 60aine d'heures pour mes 3 années, mais je sais que c'est pas le cas partout. Est-ce que ça déjà, c'est pas un obstacle qui est très très important? C'est-à-dire qu'on a une réforme qui sur le papier est très intéressante, mais qui va nous mettre, entre guillemets, va nous amener à faire face à jongler avec des injonctions paradoxales. C'est ma question. Oui, alors c'est vrai que le portfolio, c'est vraiment assez emblématique des difficultés à s'approprier l'approche par compétences, parce que autant les enseignements, donc, qui s'appellent ressources dans notre réforme des IUT, finalement, les profs, ils font leurs cours comme d'habitude, leur TD, il y a un petit peu plus de projets, voilà, les situations d'apprentissage et d'évaluation, les SAE, c'est pareil, c'est des choses que les enseignants savaient déjà faire, la pédagogie de projet, c'est quelque chose qui est très développé en UT, donc ça a été assez facile. Mais le portfolio, c'est vraiment la patate chaude que tout le monde s'est refilé, quoi. Personne voulait s'occuper du portfolio. C'était quelque chose que les enseignants ne savaient pas appréhender, parce qu'on ne peut pas enseigner la démarche portfolio comme on enseigne des théorèmes de maths ou des formules moléculaires en chimie ou des algorithmes en informatique. C'est vraiment une posture de l'enseignant qui doit être différente, et c'est extrêmement difficile de s'approprier cette posture. Et justement, on a 2 ingénieurs pédagogiques qui étaient sur l'UT de Nîmes et de Béziers, Léa Florentin et Philippe Gassin, qui ont participé dans notre ouvrage et qui ont présenté en fait la première étape de leur enquête. En fait, ils ont rédigé un projet pour publier un guide méthodologique d'accompagnement de la démarche portfolio pour la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance, la FIED. Donc leur guide est en ligne, il est disponible et je vous invite vraiment à aller le consulter. Et pour réaliser ce guide, en fait, ils ont interviewé des enseignants et des étudiants. Et donc, dans leur chapitre, ils présentent la première partie des résultats sur les enquêtes avec les enseignants pour essayer de comprendre quels étaient leurs besoins et leurs difficultés. Et dans les choses qui remontent, voilà, qui sont assez flagrantes, c'est le décalage entre ce qui est attendu par les enseignants en termes de démarche portfolio et ce que les étudiants sont capables de faire en termes de démarche réflexive. Donc ça, c'est vraiment un des points importants. C'est que les étudiants ne sont pas habitués en fait à avoir ce recul réflexif. Dans le système scolaire, on leur demande plutôt de donner la bonne réponse, et c'est ça qu'il faut faire pour réussir. Alors que dans la démarche portfolio, il n'y a pas une bonne réponse, mais c'est à chacun de construire sa réponse et d'être vraiment acteur et auteur de son parcours. C'est pas forcément quelque chose auquel les étudiants sont réellement habitués à adopter cette posture réflexive. Voilà. Et du côté des enseignants aussi, se mettre en posture d'accompagnement et pas en posture de transmettre, c'est compliqué. Et du coup, c'est beaucoup des vacataires en fait qui ont été chargés
de cet enseignement du portfolio. Et ça s'explique aussi que ce soit difficile pour les étudiants de le prendre en main quand on a quelqu'un qui est extérieur à l'UT et qui doit venir faire le lien avec le référentiel de compétences. C'est vraiment pas évident. Et enfin, dans leur chapitre, le troisième point qui soulève beaucoup de questions, c'est la question de l'évaluation. Parce que tu parlais des injonctions contradictoires et je pense que sur l'évaluation du portfolio, on est vraiment en plein dedans. Normalement, quand on regarde les travaux de Marianne Poumet et de François Georges du Lab7 qui ont accompagné les IUT dans cette mise en place de l'APC, le portfolio, c'est un outil qui sert à évaluer les compétences. Sauf que dans le cadrage institutionnel tel qu'il a été fait, chaque année, on doit évaluer le portfolio et mettre une note au portfolio. Et pour moi, c'est vraiment une aberration, en fait, de mettre une note sur cette production-là, alors que l'objectif ne serait pas d'évaluer le portfolio, mais ce serait de s'en servir. Et là, on a une injonction contradictoire de la part de l'institution qui est vraiment problématique, voilà, parce que ça ne permet pas la bonne appropriation de l'outil, ni par les élèves, ni par les enseignants qui se retrouvent à devoir évaluer quelque chose sur lequel ils n'ont pas la main. Donc ça génère beaucoup d'incompréhension sur le portfolio. C'est vraiment pas évident. Et puis après, on a aussi... Ah, tu veux réagir peut-être ? Là, quand je t'écoute, ouais, je ne peux que souscrire. Ce matin, j'avais enregistré un épisode avec Yann Vachet, qui est chercheur sur ces questions-là. Et on avait enregistré quelque chose sur l'écriture réflexive. Mais à chaque fois, on se dit, c'est une incohérence et que finalement, si on revient à ce qui a été dit en début de ce podcast, l'approche par compétence, le portfolio, c'est un peu la boussole qu'on va se construire pour se guider tout le long de notre vie. Mais une boussole, elle doit pas être connectée à une bonne ou une mauvaise note. Et que si on amène, en fait, si on amène dès le départ cette exigence de la note, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Quel est le message qu'on donne aux étudiants? Que ce n'est qu'un objet scolaire comme un autre, qu'il peut y en avoir des bons ou des moins bons. Et ça, comment dire, philosophiquement, pédagogiquement, c'est des partis pris énormes et qui peuvent avoir des conséquences désastreuses et qui amènent en fait la démarche portfolio à un exercice scolaire. Sauf que la réflexivité, c'est tout sauf quelque chose de scolaire. C'est authentique, mais c'est pas scolaire. Et c'est très dur parce que finalement, on va demander aux étudiants de rentrer là-dedans. Et si j'ai envie d'être provocateur, il faudrait d'abord que les enseignants puissent l'appliquer aussi. Mais sociologiquement, peut-être que les enseignants qui ont été amenés à enseigner, à faire ce métier-là, n'ont jamais eu ces temps de réflexivité. Et là, quand je vous dis peut-être, c'est que j'ai eu des discussions avec des collègues d'IUT qui m'ont dit, mais je le fais pas déjà pour moi. Comment est-ce que je pourrais accompagner des étudiants là-dedans? Je botte en touche. Et là, je suis pas en train de donner un jugement de valeur en mode c'est mal ou c'est bien. Non, mais je dresse un constat et je me dis, bah oui, c'est un peu bête. On a cette injonction ministérielle, il faut mettre ça en place, mais si on veut bien le faire, ça nous met face à, en fait, à des difficultés qui étaient peut-être pas identifiées, clairement identifiées. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. D'autant que la note du portfolio, elle a été imposée pour que les gens le fassent. Le ministère a dit, si il n'y a pas de note au portfolio, personne ne fera le portfolio, donc on va obliger les gens à le faire en mettant une note. Et pour moi, c'est le verre dans la pomme, quoi. C'est vraiment ça, c'est ce qui empêche. Après, il y a eu une autre problématique sur laquelle on s'est frotté pour le portfolio, ça a été la question des outils. Et notamment la question de l'outil de e-portfolio Karuta et du modèle KPC+, qui a été développé au départ par Éric Giraudin pour l'université Grenoble-Alpes. Ouais. Il y avait en 2021 cette injonction très forte à utiliser Karuta qui était présentée comme le futur du portfolio et le seul outil capable de faire des portfolios numériques. Donc ça nous a beaucoup intrigués avec Christa, donc on a décidé chacune de notre côté de le tester. Et on a co-rédigé un chapitre dans l'ouvrage sur cette question-là. Je vais laisser Christa le présenter. Oui, l'idée, c'était d'équiper, on va dire, cette approche portfolio qui ne l'était pas auprès des enseignants, mais qui n'était pas non plus dans la tête, à mon avis, des injonctions ou des acteurs de ces injonctions. Donc, avec Anita, on s'est dit peut-être qu'il faudrait tester, expérimenter et partager nos retours d'expérience pour pouvoir avoir un jugement le plus, on va dire, distancié possible des outils.
Donc, plus particulièrement dans l'ouvrage que nous avons coordonné, nous avons également coécrit un chapitre portant sur le portfolio et surtout en application à l'usage de Karuta. Et deux dispositifs sont proposés. Un plutôt en DUT, un BUT informatique et l'autre plutôt en BUT métier du multimédia et de l'Internet qui correspond à la fois. Ah, on n'entend plus Ouais. Christa. On a perdu Christa. Donc là, ça va être un problème de connexion. C'était une construction autour d'un même modèle. Donc, nous avons pris un même modèle. Nous avons regardé, on va dire, le dispositif que nous avons mis en place régulièrement, que ce soit Anita ou moi, puisque nous étions en parallèle, hein, nous ne sommes pas consécutives. Et puis, en plus, nous n'avions pas forcément une temporalité identique. Donc, l'idée, c'était de comparer nos approches à travers un même modèle. Donc, pour cela, nous avons utilisé le modèle théorique d'Anderson et Hall de 2001. Alors, il peut paraître à la fois ancien, mais aussi très fondé et ayant fait ses preuves, puisqu'il est issu des travaux de Bloom sur l'intention pédagogique et la validation de ces intentions dans un cadre d'apprentissage et d'enseignement. Donc, ce travail, à partir de l'analyse des deux scénarios d'Anita et de moi-même et d'Anderson, nous avions mis en lumière, on va dire, des intentions pédagogiques qui s'organisent autour de 6 processus cognitifs et de 4 dimensions de connaissance. Et cette analyse nous a permis de voir en quoi est-ce que Karuta pouvait être source d'inspiration face à des processus ou des dimensions, mais aussi souligner ou lever le voile sur des manques. Et ça permet au lecteur de concevoir, on va dire, peut-être pas une solution idéale, mais peut-être de voir à quoi il pourrait, dans l'usage qu'il avait, attendre de Karuta et pouvoir construire quelque chose qui est autre. Parce que l'idée de Karuta, c'est pas forcément un outil autonome, c'est quelque chose qui se construit avec les individus dans un cadre pédagogique, mais aussi au-delà, c'est-à-dire que Karuta n'est pas le seul forcément sujet ou outil d'intervention. Cela permet simplement d'établir un contact et un cadre pédagogique. Donc, je vous invite à aller voir l'analyse que nous avons faite de Karuta KPC+, mais surtout de mettre l'accent sur les préconisations que nous avons posées et qui permet de questionner à la fois l'enseignant sur ce qu'il peut faire, mais aussi ce qu'il pourrait faire s'il utilisait d'autres modalités, c'est-à-dire d'autres outils que celui de Karuta. On a des enseignants qui sont investis dans l'APC et qui utilisent tout simplement Excel, qui utilisent tout simplement des outils de Microsoft, mais aussi le discours des enseignants ou des apprenants, qui permet de mettre en place des séminaires, des temps d'échange, et tout cela construit le dispositif on va dire, de celui du portfolio, visant la mise en place de l'APC. Donc, je vous invite à lire, bien sûr, le chapitre, mais surtout à vous questionner en disant qu'est-ce que moi, enseignant, j'ai envie de proposer à mes étudiants en matière de réflexivité et comment je peux le mettre en place en tenant compte de ses envies en tant qu'enseignant, mais aussi des envies des apprenants. Et ça, on les oublie beaucoup trop régulièrement, selon moi. Dis-moi, quand tu as parlé justement que dans ce chapitre, vous levez un peu le voile sur certains points et certaines difficultés posées par l'outil, est-ce que tu pourrais donner des exemples ou pas? Alors oui, l'idée, par exemple, dans ces outils, alors je parle de Karuta, mais je parle aussi du PEC, par exemple, qui est un outil mis à la disposition de nos universités, les choses sont plus ou moins paramétrées. Et il est clair qu'un étudiant, lorsqu'il arrive en première année ou même en troisième année, après avoir vécu 3 années de BUT, eh bien, il n'est pas le même. Mais il n'est pas le même en quoi? Il n'est pas le même parce qu'il a des attentes, parce qu'il a des passions, parce qu'il a des envies de métier, parce qu'il a des envies de collaboration ou pas d'ailleurs. Hein. On a aussi des étudiants qui envisagent le freelance, enfin le fait d'être tout seul dans une propre entreprise et permettre de se construire lui-même. On a aussi des acteurs qui n'envisagent pas autrement que de voir leur métier tout simplement avec un côté artistique ou un côté développement web qui est complémentaire au leur, parce qu'ils ne se sentent pas forcément à l'aise sur les deux aspects qui sont mobilisés dans le cadre du BUT-MMI. Et on en a d'autres en fait qui ne se sentent tout simplement pas mûrs
pour affronter le monde professionnel. Et ça, je pense qu'il faut l'entendre. Nous avons des étudiants qui ont 20 ans. Je ne sais pas, les auditeurs de ce podcast, si vous saviez ce que vous vouliez faire à 17 ans, 18 ans ou même 20 ans. Je pense qu'on a le droit de réfléchir, on a le droit de poser des questions et on a le droit de changer d'avis. Donc, à ce titre-là, les outils qui sont proposés, que ce soit Karuta ou le PEC, pour ne pas les citer, mais il en existe bien d'autres, ou Job Ready, l'idée, c'est de permettre à chacun d'entre nous de prendre le temps de réfléchir sur ce que nous étions, sur ce que nous sommes et ce que nous avons envie de devenir. Et cette réflexion, en fait, les outils, peu importe leur forme, selon moi, ne tiennent pas forcément compte de ces trois aspects en même temps. Et je ne pense pas que ce soit un reproche que je fais là, c'est un constat. Et imaginons un outil, je ne sais pas, idéal, et je ne sais pas quelle forme il pourrait prendre, mais il s'agirait de pouvoir proposer ce que nous étions, ce que nous avions comme envie lorsque nous étions en 6e, en 5e ou en terminale, ce que nous sommes lorsque nous arrivons en formation à un instant T, en BUT, quelle que soit une des 24 spécialités du BUT, mais aussi ce que nous aimerions devenir à 3 ans, à 5 ans, voire à 20 ans. Et ça, les outils ne le permettent pas aujourd'hui, ou selon moi, ne sont pas forcément adaptés. Donc, tout un travail reste à faire sur ces enjeux-là, qui répondraient, à mon avis, encore une fois, peut-être qu'Anita pourra répondre peut-être à ces aspects-là, sur une projection de l'APC à moyen, voire long terme. Parce que l'APC est une démarche universitaire qui ne peut s'investir autrement que dans le moyen terme, voire le long terme. Oui, si je peux compléter là ce que tu viens de dire sur les différents outils, voilà, il y a Mahara aussi. C'est vrai que pour moi, le problème majeur de ces outils-là, c'est qu'ils sont centrés sur le référentiel de compétences du diplôme et qu'on oublie tout un aspect de vie de nos étudiants qui ne sont pas que de futurs développeurs web ou de futurs graphistes ou de futurs chimistes, qui sont aussi des personnes qui ont des activités de loisirs dans lesquelles ils apprennent des choses, des passions, et tout ça, enfin, en tous les cas, dans la version de KPC+ de Karuta qu'on a testé en 2021, parce que je sais qu'il y avait projet de faire évoluer tout ça, c'était pas du tout pris en compte, et finalement demander aux étudiants de réagir uniquement sur les éléments du référentiel de compétences en lien avec les différents projets, les situations d'apprentissage et d'évaluation. Et même ce qui était fait dans le reste des cours, c'était compliqué de le faire entrer. Voilà, ce paramétrage des outils était extrêmement cadré et laissait assez peu de marge de manœuvre en fait à l'étudiant pour réellement s'y investir. Et tout était du pré-mâché, et ça, c'était compliqué pour les étudiants. Cette question de l'outil, j'ai l'impression j'ai eu l'occasion de l'aborder plusieurs fois, et ça, c'est le fruit de plusieurs discussions que j'ai pu avoir avec des chercheurs et même d'autres personnes, c'est que finalement, le portfolio, en tant qu'outil, il est là pour formaliser une somme d'introspection, un cheminement, un raisonnement, une réflexion, à un instant T. Mais l'outil ne crée pas cette réflexion. Il est là pour la formaliser. Donc, s'il n'y a pas de temps autour des temps d'encadrement pour permettre, comme tu l'as dit, Christa, il faut être capable d'exprimer ce que l'on est à un instant T, mais il faut qu'on ait un lieu, il faut qu'on ait du temps, il faut qu'on ait quelqu'un pour l'écouter. Et donc, il faut avoir ces temps d'accompagnement, ces temps d'introspection, ces temps de formalisation de la pensée. Et ça, à moins d'avoir aujourd'hui un outil portfolio avec un modèle d'intelligence artificielle qui vient questionner l'étudiant et qui vient le guider dans son introspection, ça pourrait. Mais actuellement, c'est des outils que j'ai pu tester. Donc, j'avais testé Mahara, Karuta, et dans KPC+ 2024, c'était en 2024, je l'avais testé avec des buts informatiques d'ailleurs. Et les étudiants, en fait, étaient arrivés à cette conclusion-là. Finalement, c'est parce qu'on a des temps d'introspection, on a des temps de réflexion à côté qui sont accompagnés, d'où les temps RTD, démarche portfolio, qu'il y a un intérêt à remplir. Sinon, ils l'ont dit, oui, on aurait un autre tableau à remplir, un autre tableau dont on ne voit pas l'utilité. Et moi, alors, là, la réflexion que je me suis fait plusieurs fois, c'est que l'outil, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'on peut transformer en un objet sexy et vendeur, et peut-être beaucoup plus sexy et vendeur qu'une démarche réflexive ou que des questions très conceptuelles de réflexivité. Mais pour moi, l'outil, de ce que j'ai pu voir, des différents retours d'expérience, c'est pas forcément comment dire,
la priorité principale. Ça ça le deviendra quand il y aura eu des temps vraiment d'accompagnement, donc il y aura eu des temps dégagés dans les emplois du temps, que les enseignants seront à l'aise avec la question de l'analyse réflexive, avec l'accompagnement aux questions réflexives. Oui, mais pour l'instant, je vois un peu ça comme une façon de montrer qu'on fait quelque chose, mais sans vraiment le faire. Et ça, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. C'est clair que la question du temps, elle est centrale et une des problématiques du portfolio, c'est que le temps dédié à l'accompagnement du portfolio, il est sous-doté. Tu l'as dit toi-même, toi, tu as la chance d'avoir 60 heures sur les 3 années. Je crois que moi, dans mon département, on doit être autour de 25 heures pour les 3 années, quoi, de temps d'accompagnement. Et on y consacre quand même du temps. Voilà, et c'est des titulaires qui le font. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas ces temps d'accompagnement, l'outil en lui-même, voilà, on laisse l'étudiant seul face à lui-même en fait, quand on lui donne juste l'outil. Oui, je voulais rajouter que l'individu que nous avons, qu'il ait 17 ans, ou 20 ans, ou 25 ans, en BUT ou même en master, dans cette démarche réflexive, n'est pas arrivé là par hasard. Et son passé fait partie de lui et de ses choix. Et écouter son parcours de vie, écouter ses questionnements, écouter ses peurs ou ses angoisses face à des choix qu'il aura à faire au présent ou au futur, c'est aussi des objets qui font partie de cette démarche portfolio. Et malheureusement, effectivement, nous n'avons pas forcément le temps de donner à donner à chacun de nos étudiants sur ses parcours de vie et ses choix personnels et professionnels. Malheureusement, l'approche par compétences, on va dire, a fait très vite, en 6 mois, un référentiel de compétences, de formation, et a mis en place des acteurs sans forcément prendre le temps de les former. Et malheureusement, on va dire que l'APC souffre de sa rapidité, mais aussi de son envie. Parce que derrière la rapidité, il y avait aussi une envie de changement de pratiques professionnelles et de pratiques enseignantes et institutionnelles. Malheureusement, voilà, les actes ou les outils que nous avons ne permettent pas d'aller aussi rapidement. Mais je suis quand même positive sur le temps, c'est-à-dire que je pense qu'on aura peut-être ce podcast à faire dans 10 ans ou dans 15 ans, peut-être qu'on aura un autre discours. Et ce qui permet justement d'amener cette question de comment est-ce qu'on peut partir dans une approche par compétences souhaitable, engageante et souhaitable. Comment est-ce qu'on peut engager des équipes pédagogiques là-dedans? Et là, je vais parler par exemple en tant qu'ingénieur pédagogique, puis en tant qu'enseignant. Quand on nous dit on va faire de l'APC et votre boulot en tant qu'ingénieur pédagogique, ça va être de construire des référentiels de compétences et de repenser des maquettes. Ben, c'est pas forcément vendeur et surtout, c'est pas parce qu'on va créer des référentiels de compétences, on va repenser des maquettes de formation que derrière, il y aura réellement une approche par compétences au sens pédagogique du terme, qui aura ce souci du développement des compétences, qui aura ce souci de l'évaluation de l'action et de l'évaluation de la réflexion de l'action, qui aura cet accompagnement mis en place. Donc, quand je constate toutes ces choses-là, j'ai envie de donner raison, ou en tout cas de donner des points aux personnes qui sont résistantes à l'approche par compétences. Alors, ouais, pour terminer vraiment cette discussion, selon vous, comment on peut faire pour faire en sorte que l'approche par compétences soit quelque chose de pédagogiquement souhaitable pour nos équipes? Ah bah, je pense qu'à ce niveau-là, on a plusieurs chapitres dans la partie gouvernance qui donnent des pistes par rapport à ça dans le détail, avec vraiment des étapes et des points de vigilance à chacune des étapes. Donc voilà, j'engage vraiment là, les auditeurs du podcast à aller voir de plus près. Mais si je synthétise un petit peu tout ça de mon point de vue, pour moi vraiment le point le plus important, le point nodal, c'est de réussir à engager les acteurs à tous les niveaux. Et quand je dis à tous les niveaux, ça commence déjà par le niveau institutionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se contenter de faire des injonctions avec des référentiels et de dire aux gens sur le terrain, maintenant débrouillez-vous. Ça veut dire qu'il faut mettre en place vraiment des dispositifs de soutien et d'accompagnement. Et donc pour ça, il faut dégager du temps, on l'a dit, le temps d'accompagnement du portfolio tout à l'heure, mais pour mettre en place l'APC, il faut que les équipes elles aient du temps d'échange, du temps de discussion. Et je pense que c'est le principal obstacle aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'a pas le temps de se retrouver en équipe pour discuter de ces points-là. Or,
cette discussion, elle est fondamentale. Le principe de l'approche par compétences, on l'a pas redéfini, je pense, ça a déjà été fait sur ta chaîne YouTube, mais l'idée, c'est d'avoir des macro-compétences dans lesquelles vont s'insérer l'ensemble des enseignements. Donc, ça implique une coordination importante entre les différents enseignants, entre les différentes matières, pour venir nourrir les compétences. Et ça, actuellement, c'est très compliqué, et c'est ça qui fait frein, parce que ça demande une coordination d'équipe qui, pour le moment, n'existe pas et est difficile à faire. Voilà, moi j'ai été sollicitée par une licence générale qui doit mettre en place l'approche par compétences. On a réussi à organiser une réunion de 2 heures, et quand on voit un petit peu les divergences de points de vue, chacun défend ses heures d'enseignement, voilà, ça demande un rebrassage complet. Il faut que chacun fasse un effort pour obtenir ce consensus-là, et que cette négociation, en fait, elle a besoin du temps de se faire pour respecter les exigences de chacun, et en même temps essayer d'aller vers cette réorganisation des enseignements. Donc ça, c'est au niveau institutionnel, dégager du temps, au niveau des équipes, créer des espaces de dialogue, mais ensuite au niveau de l'acteur aussi individuel, c'est prendre le temps, enfin accepter de désapprendre certaines choses, en sachant que qu'on a des collègues qui sont jeunes, qui viennent d'arriver, et d'autres qui sont là depuis 20 ou 30 ans, voire plus, et quand on leur demande de changer complètement leur pratique, c'est normal qu'il y ait de la résistance, parce que on disait tout à l'heure pour les étudiants quel sens ça a, mais pareil, quel sens ça a pour un enseignant de changer ses manières de faire, surtout que le DUT était un diplôme qui fonctionnait bien, sur lequel on avait des bons résultats. Donc je sais que la principale interrogation que j'ai eue de mes collègues, c'est pourquoi est-ce qu'on change quelque chose qui fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on change alors que ça marchait? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et en particulier, un des enjeux cruciaux à changer, c'est les questions de l'évaluation. Évaluer par compétence, ce n'est pas évaluer des enseignements dans une matière et avoir des bonnes notes en maths, en informatique et en base de données. Non, voilà. C'est pouvoir évaluer par compétence, ça demande de se mettre d'accord sur des référentiels, sur des barèmes. Et voilà, ça, c'est des éléments qui me semblent vraiment importants d'agir à ces 3 niveaux pour pouvoir déjà essayer de mettre en place une approche par compétences désirable et qui permette aussi aux enseignants de s'amuser dans leur pratique, soit pas des enseignements rébarbatifs, on fait toujours la même chose, mais on puisse aussi soi-même prendre plaisir dans ses cours. Et ça, s'il n'y a pas ce plaisir-là, c'est compliqué de faire changer les pratiques. Oui, en complément, merci Anita, je suis tout à fait d'accord avec les 3 points que tu viens d'évoquer. S'il y avait peut-être un point commun à tes 3 points, c'est l'envie de construire une dimension humaine autour de l'APC. Les enjeux sont là, les envies sont là, mais l'APC ne peut se matérialiser que par des échanges entre les acteurs, qui soient enseignants, mais aussi, je dirais, au-delà, avec des accompagnants tels que les ingénieurs pédagogiques et tels que le service administratif qui s'appelle scolarité, secrétariat ou tout simplement relations internationales. L'APC va bien au-delà des frontières, l'APC va bien au-delà des murs de l'IUT, l'APC va bien au-delà du BUT. Il rentre dans une démarche de formation. Et cette démarche de formation, elle doit se mettre en place collectivement. Donc, le temps alloué dont tu parlais, qui est lié aux acteurs, moi, je l'ouvrirai à différents acteurs avec différents statuts administratifs, accompagnement à la recherche aussi, puisque la recherche nourrit, on le sait, la formation, et la formation nourrit la recherche, mais aussi les gouvernances qui nous permettent d'avancer de manière sereine et collective dans des dimensions qui sont entendues par tous. Donc, si j'avais qu'un mot à retenir, on va dire, de cette envie d'APC, c'est celui de tolérance, de changement de pratique, mais de manière collective et pas forcément individuelle, pour la réussite et l'insertion professionnelle de nos étudiants, de manière certes réussie à un moment T. L'idée, c'est d'insérer professionnellement nos étudiants à Bac+3, mais aussi de manière durable, c'est-à-dire dans le cadre d'une carrière, mais aussi d'un avenir professionnel et personnel qui permettent à chacun d'y voir son bonheur. On parlerait d'un point de vue philosophique d'un confort de vie. Là, je pense que la PC, que ce soit pour les acteurs qui la mobilisent ou les acteurs étudiants qui y sont confrontés, je pense que c'est important de mettre en face des injonctions, des attentes des individus. Oui, oui,
Complètement, complètement. Et, et là, tu vois, ça fait écho à une réflexion. De toute façon, tu vois, on arrive sur la fin de cet épisode. Je peux te partager la réflexion que j'avais en tête. Je suis intervenu sur le podcast d'une association il y a très peu de temps qui s'appelle Tu feras quoi plus tard. Et dedans, on m'a demandé de définir dans un premier temps ma vision de l'engagement, ma définition de l'engagement. Et l'animateur, Armand, salut Armand si tu nous écoutes, il avait donné une très belle définition que l'engagement, c'est la capacité à épouser une cause et quelque part s'y dévouer corps et âme pendant une durée plus ou moins déterminée tant que tu y vois du sens. Et c'est là que je me dis, quel lien entre engagement et développement des compétences? Le lien, je le fais avec une question que je posais régulièrement aux étudiants. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi ces compétences en réseau et télécommunications et pas une autre? Pourquoi des compétences en MMI et pas des autres? Finalement, dans quelle mesure ces compétences viennent vous structurer? Et le lien, il est là en fait. C'est-à-dire que l'approche par compétences, ça va au-delà de l'IUT, ça va au-delà des différentes écoles, parce qu'en fait, le développement de compétences est intimement lié à la construction de l'identité de l'individu. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile d'identifier et d'exprimer une identité avec laquelle on est aligné quand on a du temps, de l'énergie et de la disponibilité, de l'attention, de la disponibilité d'esprit pour se poser ces questions. Donc ça, c'est un peu ma façon de voir les choses, mon côté très optimiste, de voir l'APC comme une occasion pour l'étudiant et peut-être même pour l'enseignant, eh bien, de questionner l'adéquation entre ce qui fait l'enseignement, développement de compétences, avec ce qu'ils sont, leur système de valeurs, leur système de représentation et peut-être les projets qu'ils ont à moyen ou long terme. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une question d'engagement et d'alignement entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre d'étudiants qui, au terme de leur parcours de 3 ans de BUT, en tout cas pour moi en informatique, qui savent déjà qu'ils ne font plus d'informatique. Voilà, ils sont au bout de leur diplôme, ils vont valider, c'est des étudiants sérieux, mais ils savent que c'est pas ça qu'ils veulent faire. Et je dirais pas qu'ils ont perdu leur temps pendant 3 ans, parce que déjà ils ont appris plein de choses, qui sont pas d'ailleurs que de la technique informatique, mais déjà s'ils ont appris que c'est pas ça qu'ils voulaient faire, c'est déjà quelque chose d'important, parce qu'il y en a pour qui, voilà, en informatique, le jeu vidéo, il y a tout un mythe autour des technologies, et s'ils arrivent à déconstruire ça, ou en tout cas se rendre compte que finalement c'est pas ça qui leur convient, c'est déjà une grande victoire à mon sens. Oui, complètement, complètement. Et ça, on sort vraiment de la philosophie du chemin linéaire et tout tracé, et que finalement, la vie pourrait être une somme de pointillés dont les directions varient au gré de nos envies, et qu'à partir du moment où on ressent un changement de direction et qu'on l'assume, eh bien, c'est tout à fait normal de se laisser porter. Et c'est aussi pour ça que lorsqu'on a 30 ans, on a peut-être 30 ans d'expérience de vie, mais on va pouvoir les interpréter d'une façon X. Quand on aura 40 ans, on pourra réinterpréter les mêmes expériences, mais en lui donnant un sens différent. Et c'est pas grave, tant qu'on est aligné. Qu'est-ce que t'en penses, Christa? Oui, je pense que le concept d'alignement, on peut parler d'alignement pédagogique entre objectifs, évaluation et rendu à nos institutions. Là, on pourrait parler d'alignement de vie. Je pense que nous avons le droit, je dis bien le droit, de choisir ce que nous aimons, ce que nous souhaitons faire. Nous avons le droit aussi d'en émettre une évaluation personnelle. Peut-être certains jugeront des choix universitaires ou des choix d'orientation qui sont plus ou moins négatifs. Je ne crois pas que nous ayons le droit d'évaluer la vie des autres et des parcours de vie, parce que nous ne connaissons qu'une représentation de cette vie-là et certainement pas une totalité. Donc je pense que c'est important d'entendre, comme tu le disais, que nous pouvons avoir une vie, même sur une temporalité assez courte, avec des jugements à 20 ans, à 30 ans, à 40 ou à 50, qui sont exactement les mêmes faits, mais pas forcément avec les mêmes yeux. Et peut-être avoir un regard peut-être nostalgique, qui rappelle les envies et les émotions qui sont liées à cette période-là, mais aussi
fierté de ces éléments-là qui ont pris leur place dans une temporalité donnée ou dans un contexte donné. Et je ne pense pas qu'il faut y avoir de regrets sur ces périodes-là parce qu'on oublie aussi dans ces périodes-là les raisons qui nous ont poussés à faire ces choix-là. Et vraiment, quand on se remémore les raisons fondamentales, eh ben, je pense qu'elles sont encore là. La personne que nous sommes, même à 80 ans, n'est pas arrivée là par hasard. Elle s'est faite à travers des événements, mais aussi des intentions, mais aussi des rencontres, mais aussi des injonctions. Et il faut accepter ces éléments-là en termes de choix de vie et d'orientation. Donc nos étudiants, il faut les voir peut-être plus comme des acteurs, on va dire, au tout début de leur vie, avec des éléments qui peuvent nous paraître, même nous, un peu plus âgés, particuliers. Mais est-ce que la particularité n'est pas une force, n'est pas comment dire, une source d'ambition et que nous avons oublié au fur et à mesure des années. Donc, moi, je sollicite beaucoup mes étudiants dans la créativité et l'expression de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont envie de dire ou de faire d'ailleurs, peu importe les conséquences, parce que je pense qu'elles sont contextualisées. Et à ce titre-là, le jugement n'a pas sa place. Voilà, donc je remercie Dylan pour ce retour d'expérience parce que c'était important de voir au-delà de l'APC les apports que ça peut avoir dans une démarche humaine, hein, parce que l'ouvrage, il est là pour construire, il n'est pas là pour imposer, loin de là. Et il a une vocation à donner à chacun la place qu'il a envie de prendre. L'APC est une place à prendre et certainement pas une place à imposer. Je ne sais pas si Anita, tu vas avoir le mot de la fin. Oui, mais moi, voilà, je pense vraiment que l'APC, ça peut être un plus pour les étudiants et les enseignants, justement pour sortir de ce carcan disciplinaire et de ces silos et d'avoir une vision transversale et complémentaire, déjà entre les enseignements, mais aussi avec la vie réelle, hein, puisqu'on l'a mentionné à plusieurs reprises, il y a des objectifs de professionnalisation et on a aussi des professionnels qui interviennent dans nos formations. Et l'objectif, c'est que les étudiants ils aillent dans, entre guillemets, dans la vraie vie et qui quittent l'université. Moi, je dis toujours avec beaucoup d'humour que j'ai jamais quitté l'école. Mais je pense que voilà, pour nos étudiants, l'objectif, eux, c'est qu'à un moment donné, qu'ils partent et qu'ils fassent leur vie. Et pour ça, l'APC peut vraiment donner un bagage solide, puisqu'ils vont pouvoir transférer ensuite ces compétences dans plein de situations différentes et continuer d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de résistance encore aujourd'hui dans l'approche pour mettre en place l'approche par compétences, que ce soit dans les IUT ou dans les écoles d'ingénieurs. Enfin voilà, les discours sont quand même très mitigés, mais malgré tout, moi ce que je défends à travers cet ouvrage qu'on a publié, c'est qu'on a rencontré énormément de professionnels qui étaient enthousiastes. Quand je dis des professionnels, je veux dire des enseignants, des ingénieurs pédagogiques, des chercheurs, des praticiens qui avaient vraiment à cœur, voilà, de partager leur expérience. À la fois ce qu'ils avaient réussi à faire, mais aussi les difficultés qu'ils avaient rencontrées et de modestement tirer des leçons de leurs expériences pour permettre en fait, à chacun de s'approprier cette démarche d'approche par compétences, la démarche réflexive du portfolio et essayer à son niveau d'entrer et de prendre sa place dans l'approche par compétences. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas. La crainte, c'est de devoir tout changer d'un coup, mais on n'est pas obligé de tout changer. Et un des objectifs de notre ouvrage, c'était de proposer plusieurs voies différentes, justement pour que chacun puisse trouver la sienne. Morale de l'histoire, autorisons-nous l'APC, autorisons-nous à l'essayer tout en restant nous-mêmes. Tout à fait. Merci Anita, merci Christa. Merci Dylan.